vais vous parler je vais faire une sorte de balade bon temps couleur au pays des formes. Je vais commencer par celle-ci que j'imagine vous connaissez, parce que vous êtes agrégé au problème de Australie. Donc qu'est-ce que c'est pour vous cette forme? On peut la faire sans doute. C'est un petit, voilà, c'est un graphe et c'est un petit puzzle. Le jeu c'est de le tracer sans lever le crayon. Et est-ce que c'est possible? Oui. Ça fait sans doute, oui. Et pourquoi c'est possible? Parce que c'est un graphe. Voilà, il y a exactement deux sommets de degrés impairs et les autres sont de degrés pairs. Donc on peut arriver à résoudre le puzzle en commençant par un sommet de degrés impairs et en finissant aussi. Alors, juste pour préciser, donc, la notion de graphe en maths peut avoir des définitions qui varient un tout petit peu. Celle que je vais prendre ici, c'est un ensemble fini de sommets qui sont reliés par des arêtes, et j'ai interdit qu'il y ait une boucle sur un sommet, et j'ai interdit qu'il y ait deux arêtes qui relient une paire de sommets. Si deux sommets sont reliés par une arête, il y en a une seule. Et alors, bon, c'est assez sophistiqué de parler du graphe eulérien. Est-ce que vous voyez une autre propriété remarquable de ce graphe? Alors, après, s'il y a des experts en théorie des graphes, ils vont vite. Ça, c'est un problème. Donc, c'est un graphe planaire. En l'occurrence, il est tracé sur ma diapo sans croisement d'arête. Donc, ça montre que c'est un graphe planaire. Alors, maintenant, si je vous montre celui-ci, le graphe, il y a que 4 sommets. Est-ce que vous pensez que c'est un graphe planaire? J'ai vaguement esquissé la définition, on cherche à dessiner le graphe dans le plan sans croisement d'arête. Là, manifestement, les diagonales se croisent, mais est-ce que pour autant ce graphe est non planaire? Oui, non. Qui pense qu'il est planaire? Et qui pense qu'il est non planaire? Voilà. Alors, en fait, donc là, on parle de la notion de graphe, c'est la notion de topologie. On a le droit de déformer un petit peu et notamment on a le droit de prendre l'arête, une des arêtes là, et de la soulever mentalement, comme ça, de la dessiner courbe, on s'en rend compte un peu qu'elle soit courbe. Et dans ce cas-là, si vous regardez les connexions d'arêtes entre les sommets, c'est les mêmes. Et cette fois-ci, il n'y a plus de croisement. Donc ça montre que c'est un graphe planaire. Et on peut aussi le représenter, alors là je vous ai mis une variante à gauche, et puis on peut le représenter également sur la sphère. Parfois c'est un peu difficile de visualiser que c'est une sphère. Et en fait ce graphe, non seulement il est planaire, mais il a une propriété importante dans cet exposé, c'est qu'il est complet. Alors qu'est-ce que ça veut dire complet? Ça veut dire que chaque sommet est relié à tous les autres. Donc je vais le vérifier ici, pas très difficile. Et de sorte que j'ai colorié les sommets avec la règle suivante, c'est que si deux sommets sont reliés par une arête, je peux utiliser deux couleurs différentes. Et du fait que ce graphe est complet, je suis obligée d'utiliser 4 couleurs. Donc ça montre la partie facile du théorème des 4 couleurs, qui est qu'il existe des graphes qui auront besoin de 4 couleurs. Celui-ci, c'est un graphe un peu critique, parce qu'il y a exactement 4 sommets, et il a besoin exactement de 4 couleurs. D'accord, jusqu'ici. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples de graphes. Donc, par exemple, celui-ci, est-ce que c'est un graphe planaire? Donc, effectivement, on constate qu'il y a des arêtes qui se croisent. C'est un certain nombre, si vous voulez goûter. Est-ce que c'est un graphe planaire ou pas? Alors après, si vous me dites non, c'est comme Aurélie, il faut justifier la réponse. Et bon, il se trouve que Stéphane va bien préparer le terrain, c'est super. Si vous regardez les arêtes, en fait, c'est encore une fois un graphe complet. Vous regardez chaque sommet, il y a 4 arêtes qui partent. Il y a 5 sommets et 4 arêtes qui partent. Ils sont tous reliés les uns aux autres. Donc c'est ce qu'on appelle un graphe complet. En l'occurrence, c'est le graphe complet à 5 sommets. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir un graphe complet à 5 sommets dans le plan? La réponse est non, en raison du théorème des 4 couleurs. Parce qu'on sait que dans le plan, le graphe a besoin au maximum de
Donc c'est le théorème des 4 couleurs qui... son petit nom c'est K5. Alors le K, K5, il n'y a pas trop de consensus sur d'où ça vient, mais ça peut venir éventuellement de l'espéranto, complété apparemment avec un K. Je n'ai pas la preuve de ça, là pour le coup ça doit être aussi Wikipédia, ma source. Alors je vous montre encore K6, donc là c'est cette fois 6 sommets avec des croisements. Donc ça fait pas mal de croisements, je ne sais pas si vous arrivez à compter très très vite combien il y a de croisements. En général on essaie d'éviter, si on est 6 autour d'une table, ça ne se fait pas de croiser contre 5. Voilà, donc il y a 13 croisements ici. Et voilà. Et si on augmente bien sûr le nombre de sommets, on trace toujours un graphe complet, il y a de plus en plus de croisements, et c'est de toute façon pas plat, ça c'est certain. Là, si vous voulez compter les croisements, je crois qu'il y en a 35. C'est un vrai sujet en fait je pense, informatique théorique, les histoires de nombre de croisements dans un graphe complet. C'est crossing number, et c'est un problème en soi NP difficile pour déterminer le nombre de croisements d'un graphe. Voilà, donc juste pour introduire cette notion, si N est un entier nul, un N graphe complet, c'est un graphe par N sommets, donc tous les sommets sont reliés les uns aux autres par une arête. D'accord? On l'appelle carré. Alors, j'en arrive petit à petit à mon sujet. Donc, il se trouve que les graphes complets à 5, 6, 7 sommets, comme je vous ai montré jusqu'à 6, ne peuvent pas être tracés sur le plan et non plus sur la sphère, parce que du point de vue de ce domaine qui est la topologie, les propriétés de la sphère et du plan, c'est les mêmes. Mais en revanche, ils peuvent être tracés sur ça. Et ça s'appelle un tore. Bien sûr, dans la figure artificielle, sinon on dit un beignet, une bouée. Donc, il peut y avoir le beignet qui est un tore solide, ou bien la bouée qui est un tore surface topologique. Alors, voici un dessin fait. Donc, à gauche, une représentation à plat du tore. En fait, un tore à plat, c'est juste un carré où on dit qu'on identifie les arêtes 2 à 2. Donc, par exemple, ici, alors je vais aussi vous distinguer, il y a des arêtes qui sont censées être violettes et d'autres qui sont censées être bleues. Donc, on identifie les violettes, on identifie les bleus. Et puis, j'ai fait exprès dans le plan de déjà dessiner un quadrillage triangulaire avec des numéros de sommets, en fait, et il y en a 7. Il se trouve que ça me permet de faire un graphe complet à 7 sommets sur le tore. Donc là, c'est censé correspondre à droite à peu près au même dessin, en imaginant qu'on a le droit d'étirer le matériau pour recoller tout ça. Donc, si on recolle le long du bleu, on retrouve, donc j'ai fait ça en grand cercle autour, là, le grand cercle bleu, et puis le violet, c'est le petit cercle qui est là. Et après, ça correspond normalement à peu près les connexions entre les différents sommets. Voilà. Et j'aurais pu commencer par des exemples plus simples, j'aurais pu aussi tracer K5 et K6 sur le tore, mais je trouve qu'on peut tracer K7. Donc c'est plus simple de tracer K5 et K6. Je vous laisse faire ça comme ça, si ça vous amuse. Je voudrais juste maintenant insister un petit peu sur cette figure pour faire un petit décompte. Parce que vous voyez, j'ai fait une sorte de pavage triangulaire, et on peut s'amuser du coup à compter combien on va avoir de sommets, de faces, qui vont être des triangles, et d'arêtes entre les différents sommets. Alors les sommets, j'ai fait exprès, je les ai numérotés de 1 à 7. Il y en a qui sont répétés, hein, c'est fait exprès, c'est parce que quand on replie, on obtient les mêmes points. Donc j'ai 7 sommets, et alors on peut constater qu'autour de chaque sommet, vous voyez qu'il y a une sorte d'hexagone, donc il y a combien de faces triangulaires autour de chaque sommet? Il y en a 6. Et donc si on compte 6 x 7, on va compter les triangles, mais on va en compter trop, parce qu'on les compte plusieurs fois. Chaque triangle est compté 3 fois quand on fait ça. Donc en fait, il faut diviser 42 par 3, ce qui fait 14 triangles. Merci. Et les arêtes, alors on peut faire le même décompte. On peut compter les arêtes, mais dans ce cas-là, on va les compter 2 fois parce qu'une arête, elle appartient à 2 sommets. Donc finalement, il y a combien d'arêtes? 42 divisé par 2. 21. Donc on peut faire maintenant le petit calcul où on est arrivé. Si on compte le nombre de sommets que j'appelle S, de façon très originale, le nombre de faces que j'appelle F, et le nombre d'arêtes que j'appelle A, si je
fais S plus F moins A, j'obtiens. Il y a des bons réflexes, mais on n'est pas sur le plan. On fait 7 plus 14 plus 21, et ça n'a jamais fait 2 sauf faire 1. Ça fait 0. Et la raison est précisément qu'on est sur le tore, et que cette constante, cet invariant surface, il change quand on change de surface. En l'occurrence, la sphère et le tore, ça n'est pas la même surface topologique. Et si ça vous amuse, vous pouvez aussi refaire le même calcul. On peut, de la même façon, paver par des hexagones. En quelque sorte, c'est le pavage dual. On met un point au bout de chaque triangle. Et donc, on échange les faces et les sommets. Et on va trouver la même chose. On va trouver encore une fois S plus F moins A par le même calcul, grosso modo, égale 0. Donc ça, c'est quelque chose d'important sur le tore. Alors, j'ai voulu aussi vous montrer ça. Parce que je vous ai dit, pour fabriquer un tore à partir d'un carré, moralement, il faudrait arriver à étirer le papier ou la feuille sur laquelle on dessine. Et la question, c'est est-ce qu'on peut fabriquer des tores en papier? Pour la petite histoire, je me suis grondée parce qu'il y a une erreur dans la maison Poincaré, du moins quelque chose qui n'est pas assez précis au bout d'une collègue. On dit qu'on ne peut pas faire un tore en papier. Enfin, c'est pas dit comme ça, justement. Voilà. Donc là, je vous montre le plan d'un polyèdre qui a été inventé par un topologue hongrois qui s'appelait Százár, je ne sais pas si ça vous parle. C'était en 1949. Donc en fait, il faut, pour arriver à construire l'objet, il faut découper une pièce de papier comme ça et une pièce de papier comme ça. Et puis recoller, parce qu'en fait, les sommets là aussi sont répétés. Donc il faut recoller les arêtes qui vont ensemble. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que ça, par exemple, ça pourrait faire un tore en papier? Pas forcément aux yeux. Alors je peux vous faire passer, parce que je l'ai assemblé. Et vous pouvez regarder s'il y a un trou. Il faut bien regarder. Hein. Donc on peut s'amuser à construire l'objet et puis essayer de voir s'il y a un trou. Et aussi on peut réfléchir. Alors si on réfléchit, on peut faire un dessin et en topologie, c'est ce domaine-là que je considère où je dois déformer les objets sans déchirer. Je peux redessiner cette partie-là. Et puis, accoler l'autre, je vais la couper en petits morceaux. J'ai colorié en jaune le sommet qui s'appelait G là-haut. Et je l'ai un peu dispatché autour pour essayer de me convaincre que ça faisait un tore. Et j'ai distordu un petit peu les triangles du chapeau là, pour que ça marche. Et ça, je peux en topologie, je le distorde. Et en fait, du coup, ce qu'on voit apparaître, c'est une succession d'arêtes ici, que j'ai colorié en bleu, et j'ai colorié les mêmes en bleu là-haut. Et là, pareil, il y a du violet et du violet. Autrement dit, en fait, quitte à le déformer encore un peu, j'ai un carré avec 2 arêtes bleues, 2 arêtes violettes qui sont les mêmes quand je recolle. Est-ce que vous êtes convaincus de ça, à peu près? Voilà, ce dessin montre que ça fait vraiment un tort du point de vue de la topologie. Alors j'ai ouais. Alors pour autant, j'ai une question subsidiaire. Donc c'est un tore qu'on fait en papier. Est-ce que c'est un tore plat? Parce que le carré dont on parle, il est plat. Et là, je pars d'une feuille de papier qui est plate aussi. Est-ce que le tore que je construis comme ça est plat? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est plat? C'est un tore polyédrique, hein, puisque finalement je l'ai construit juste avec des arêtes et des sommets. Et pour qu'il soit plat, il faut regarder l'angle autour de chaque sommet. Et sur le dessin de tout à l'heure, ça avait la plaque et à la fin c'était une bouée, donc c'était pas plat. Et là, si vous regardez les angles qui sont autour de chaque sommet, et ben, vous n'allez jamais trouver 360 degrés. J'ai mesuré avec mon petit rapporteur. J'ai même les angles simulés. Donc c'est pas un truc plat. Et en fait, c'est un théorème. Et ça, j'ai appris ça grâce à la collègue qui m'a dénoncé sur le fait qu'il y a une erreur dans la maison Poincaré. J'ai entendu en parler il y a très très peu de temps. C'était une conférence de diffusion des maths qui avait lieu au Diableret. En fait, il y a un travail qui date de cet été qui a démontré, donc l'auteur c'est Richard Schwartz, qui a démontré que pour faire un tore plat polyédrique,
eh bien, il y avait besoin au moins de 8 sommets. Donc, là, j'en ai 7. Ils ne sont pas numérotés, ils sont avec des lettres, il y en a 7. C'est impossible d'avoir un tore plat polyédrique avec 7 sommets. Et il a démontré, au début il avait 9, et puis ensuite il a démontré. Voilà, donc c'était pour citer un théorème récent. Alors, je vous donne encore des dessins, parce que j'adore, je suis passée à la maison Poincaré, je n'arrête pas de dessiner. On peut dessiner aussi de façon un peu plus simple un graphe complet sur le tore, en le représentant de façon plus traditionnelle, comme une bouée. Et là, j'ai fait en sorte de mettre les sommets en quelque sorte au-dessus, donc on voit où ils sont. Et puis après, il faut bien les relier. Si vous le faites au hasard, vous allez vous planter. Il faut un peu réfléchir pour faire ce dessin. Et on peut ensuite, une fois qu'on a un graphe complet, en déduire une carte. Donc la carte, c'est le dual du graphe. C'est-à-dire qu'il faut penser que chaque sommet, ça représente une sorte de capitale d'une région. Et je colorie la région de la même couleur. Donc là, j'avais le 2 vert, j'ai une région 2 verte là-bas. C'est la carte. Alors, un graphe complet, 7 sommets s'appelle K7. Une carte complète à cette région, c'est M7. C'est la même définition à une carte complète, c'est la définition duale. Carte complète, c'est que vous avez des régions qui sont toutes frontalières les unes des autres. Voilà. Et frontalière, ça veut dire par une frontière de longueur non nulle. Si c'est juste par un petit point, ça ne compte pas. Il y a même sur la carte du monde, il y a quelques points un peu comme ça qui ne comptent pas. Et voilà, et donc ce dessin, à peu près, il y a 7 régions, je l'ai dessiné à main levée à peu près, mais on voit qu'il y a quand même une symétrie d'un heptagone. Vous savez construire un heptagone régulier, c'est pas si facile. Et alors, est-ce qu'on peut faire en papier? La réponse est oui. Donc, c'est un truc qui s'appelle le diplotor, qui a été introduit par Ulrich Blenheim, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été bien popularisé ces derniers temps par Samuel Le Lièvre, et aussi Alba, qui est la collègue en question, Alba Malaga. Et en fait, c'est pas forcément évident à imaginer, mais là je l'ai colorié à cette couleur. On peut le plier pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça, et qui effectivement fait une carte complète à cette couleur. Voilà, et c'est polyédrique. Et alors, je vous l'ai apporté, bon, il a un petit peu souffert, je l'ai transporté plié, et il n'est pas scotché, mais je vous l'ai apporté pour que vous voyez plus facile quand on va aller dans le juste la petite remarque, c'est que ça ne contredit pas du tout le théorème de Schwarz, que j'ai cité, parce qu'en fait, ici c'est quelque chose de polyédrique, mais les sommets, j'en ai beaucoup plus que 7, j'en ai 14 en fait. C'est parce que c'est dual, du graphe. D'accord? Donc ça ne contredit pas, mais ça reste un tore polyédrique. Il y a 14 sommets. Un tore plat polyédrique. Pour le coup, il est plat, parce que je disais mon histoire d'angle. Donc un sommet, c'est quoi sur cette carte? C'est un point où se rejoignent 3 régions. Et bon, vous pouvez compter qu'il y en a bien 14. Et comme je le fais à plat sur le papier, c'est bien plat, c'est-à-dire il y a bien 360 degrés autour de chaque sommet. D'accord? N'hésitez pas à interrompre si je raconte des trucs qui ne sont pas clairs, de voir même des fois des bêtises. Voilà. Alors, donc je vais continuer sur le tore. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos du tore? Donc là, je vous montre un autre. Donc ça, c'était une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à tout ça. C'est le tore qu'on a mis dans le musée, dans la maison Poincaré, qui est aussi recouvert d'une carte complète à cette couleur. Et celle-ci, elle n'a pas de symétrie spécifique, et je l'avais prise dans un article qui raconte très bien, ça s'appelle l'autre théorème de coloriage, au-delà du théorème des 4 couleurs, de Schoenstahl, qui est un mathématicien américain, en 2020. Et donc il y avait parmi les dessins, il y avait ça, et on l'a fait dans la maison Poincaré, on s'est bagarré avec le scénographe pour les couleurs, et ça c'est une bonne chose. J'en profite pour donc glisser des choses sur le tore. Alors, du point de vue de la typologie, donc, on parle du genre d'une surface. Grosso modo, pour les genres de surface que je vais regarder là, c'est le nombre de trous. Si encore, il faut définir ce que c'est qu'un trou. J'y reviendrai. En tout cas, je pense qu'on peut assez vite tomber d'accord sur le fait que le genre, c'est-à-dire le nombre de trous du tore, c'est 1. Pas trop de contestation là-dessus. Et après, il y a l'histoire du nombre chromatique. Alors, faut faire attention parce que dans ces histoires de théorème de coloriage, il y a l'histoire de min et de
de max et de conditions nécessaires et suffisantes, et c'est très vite, on s'embrouille très très facilement là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre chromatique d'une surface? On va dire que c'est le nombre, je n'en vois pas moi non plus, le nombre maximal de couleurs qui sont nécessaires pour colorier n'importe quelle carte. Ça veut dire, c'est pas parce que vous trouvez une carte que vous allez mettre à colorier à moins, d'ailleurs, je me pose la question pour celle-ci, que le nombre chromatique est plus bas. C'est-à-dire, il faut que ce nombre, c'est vraiment le nombre maximal de couleurs nécessaires, j'insiste, je le répéterai tout à l'heure, le nombre maximum de couleurs nécessaires pour colorier n'importe quelle carte à la surface. Voilà. Et donc ces termes sont vraiment importants pour comprendre ce que ça veut dire. Prenez par exemple, je pense à ça, je vais vous lire un petit peu, mais prenez juste un damier, il y a deux couleurs, ça suffit. Les régions noires et blanches, elles se rejoignent juste en des points, donc c'est pas de contradiction, et voilà, parce que c'est une carte avec plein de symétrie. Et alors il y a autre chose, donc il y a cette histoire de caractéristiques de l'air, donc je vous ai fait calculer finalement subrepticement tout à l'heure. On avait trouvé que ça fait 0. En fait, ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête que c'est un invariant du point de vue de la topologie, c'est-à-dire que si je dessine n'importe quel polyèdre à la surface du corps, je vais toujours trouver que le nombre de sommets plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes, ça fait 0. Donc je vous ai donné des exemples. On peut en imaginer des plus simples. Par exemple, vous prenez juste un parallèle et un méridien. Voilà. Donc là, je vous laisse faire le calcul dans votre tête si vous voulez. Il faut faire attention qu'il faut s'accorder sur ce que ça veut dire une face. Quand on fait ce calcul, les faces qui ont, comme on dit, la topologie d'un cylindre, ça ne marche pas. Si vous ne mettez pas assez de sommet et d'arête, vous juste couper là et ça vous fait un cylindre, c'est plus valable. Et si ça vous intéresse, ce genre de sujet, et si vous ne connaissez pas, je vous engage à regarder un livre qui discute de ça, de la caractéristique de l'air, qui s'appelle De la Catos, vous avez un doute, voilà, il a traduit en français, mais en anglais c'était Proofs and the Refutations. Ça raconte un petit peu les errements en fait autour de cette formule de l'air, parce que si on définit mal ce qu'on entend par polyèdre, on aboutit à des démonstrations fausses ou à des résultats faux. Voilà. Donc ça c'est pour le temps. Alors maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on peut généraliser ces observations? Donc, le genre, est-ce qu'il y a des liens entre genre, caractéristique et nombre chromatique? Donc là, c'est un exemple. Donc genre 1, nombre chromatique 7, caractéristique de l'air 0. Je vous donne tout de suite des chiffres qui se trouvent notamment sur Wikipédia pour donner une surface de genre 0 à 3. Voilà. Donc le nombre chromatique, alors je vais peut-être commencer par un l'air, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit tout de suite 2. Donc effectivement c'est 2 dans le plan et sur la sphère. Et ensuite ça diminue. Quand on augmente le genre, ça diminue. Et le nombre chromatique, lui, il augmente, mais il y a quand même un truc un peu bizarre. Il passe directement de 4 à 7. Et ensuite 8, 9. Voilà. Bon. Comme Stéphane m'a un peu spoilé la formule, vous allez peut-être pouvoir la dire, mais je commence par celle qui est plus facile. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut passer du genre à la caractéristique de l'air? Pour ces surfaces-là, je ne l'ai pas encore écrit, ça va apparaître après. Je regarde ici que des surfaces orientales, c'est-à-dire pas de roulement de Mobius, et sans bord, c'est-à-dire doublement pas des rubans de Mobius, parce que le Mobius il a un bord et il n'est pas oriental. Après, il y a des formules aussi pour les surfaces orientales. Donc ça veut dire quoi par oriental? Moralement, ça veut dire que les surfaces orientales, ça veut dire que moralement elles ont deux faces. La sphère, vous avez la sphère dehors et la sphère dedans, et le torche, etc. Voilà. Alors, donc si je surface orientale sans bord, qu'est-ce que vous pouvez deviner comme formule pour la caractéristique de l'air? Oui, mais il y en a qui ont révisé avant, c'est triché. Bon, effectivement, c'est bien 2 moins 2G. Donc, ça, c'est une formule simple et démontrée. Et puis, pour le nombre chromatique, il y a une formule qui est un petit peu. Pour le nombre chromatique, on a l'impression que ça va augmenter de 1 en 1. On a sauté de 4 à 7, mais après, on a
Puis on a envie de dire 10, 11, 12, voilà. Et en fait, c'est modérément vrai. C'est pas aussi simple que ça, puisque la formule, elle est apparue sur la diapo de Stéphane. Donc c'est la partie entière de 7 plus la racine carrée de 1 plus 48G. G c'est le genre, le tout sur 2. Si vous faites G égale 1, ça c'est facile parce que 1 plus 48, la racine carrée, c'est entier. Et donc ça fait bien 7. D'accord? Au passage, vous remarquez que ça marche aussi pour G égale 0. Ça fait bien 4 pour G égale 0. Après, faut prendre des parties entières et c'est moins agréable. Et cette formule, peut-être qu'elle vous évoque quelque chose, vous qui faites, si vous enseignez la résolution des équations du second degré, ça vous évoque peut-être quelque chose. Cette formule-là, quelque chose plus la racine d'un truc sur 2, ça fait bien penser les solutions d'équations de second degré, ce n'est pas un hasard. C'est bien de... Voilà, et là je vais vous montrer quelques images. Alors, en fait, c'est horrible de dessiner un tétraèdre sur un sphère. Même un tétraèdre plat, c'est jamais très beau. Et là, c'est censé être un tétraèdre colorié avec 4 couleurs. Ça fait effectivement une carte complète 4 couleurs sur la sphère. Après, ça, c'est celui du musée, le tour du musée. Et ça, c'est pas dans le musée, mais par contre, c'est à la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré. Et ça venait du palais de la découverte. Donc j'en profite pour dire si vous pouvez défendre le palais de la découverte. Je crois qu'ils ont besoin de soutien. Et le truc, c'est que pour genre 3, j'ai cherché, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, et vous saurez pourquoi dans pas longtemps, j'en ai pas trouvé de dessin de carte complète sur une surface de genre 3. J'ai ouvert des livres de topologie, donc on trouve des dessins pour genre 2. Voilà, ça commence déjà à être un peu compliqué à imaginer. Et genre 3, il n'y en avait pas. Or, le truc, c'est qu'on voulait en exposer une dans le musée. Vous allez savoir pourquoi. Mais avant ça, je vais parler un petit peu plus de coloriage. Donc, juste pour reparler des définitions, donc si je regarde juste un graphe